il y a encore 10 ou 20 ans, la question de l'existence même de la classe ouvrière était en débat. La classe ouvrière était censée avoir disparu, la classe moyenne était en voie de la remplacer. Mais aujourd'hui, avec les mobilisations massives à Porto Rico, en Algérie, au Soudan, en Tunisie, en Égypte il y a quelques années, difficile de nier l'existence de la classe ouvrière quand ce sont bien souvent... Plus près du micro, c'est ça? Ok, d'accord. Donc difficile de nier l'existence de la classe ouvrière quand ce sont justement des grèves massives, des grèves de masse, des grèves générales qui souvent, lors de ces soulèvements, font plier ou donnent le coup de grâce à des gouvernements ou à des régimes. Cependant, la capacité de la classe ouvrière, de notre classe sociale, à avoir non seulement un impact dans la lutte, mais à transformer le monde, n'est pas évidente en elle-même. Lors du mouvement des Gilets jaunes, pour se limiter à cet exemple, l'incapacité du mouvement ouvrier à saisir l'occasion, à se mettre en mouvement avec ses propres armes, en particulier la grève, ça a laissé la place à d'autres forces sociales. Et la manifestation et l'émeute, comme substitut à la grève, l'émeute menée par une multitude indifférenciée en termes de classe, cette idée-là de la grève comme totalement relativisée pour pouvoir gagner, cette idée a gagné du terrain. Pour nous, au contraire, il y a aujourd'hui besoin d'affirmer de manière encore plus forte que jamais que la classe ouvrière, a la capacité à entraîner à sa suite l'ensemble des exploités et des opprimés dans la confrontation avec la classe dirigeante. Nous avons une capacité à entraîner toutes et tous les autres avec nous. 2, pas simplement de se mobiliser sur tel ou tel objectif limité ou replâtrage du système, mais la classe ouvrière, elle a la capacité de détruire les fondements de la société capitaliste, en particulier ces 2 principaux piliers, la propriété privée des moyens de production, d'échange et de communication, et l'État. Nous avons la capacité de briser la résistance de la classe dirigeante. Et 3, la classe ouvrière, c'est pas simplement qu'elle a une capacité de mobilisation, qu'elle a une capacité de destruction du système, elle a aussi la capacité d'en construire un nouveau, une société communiste, et d'associer les autres classes opprimées, classes et groupes opprimés, à ses propres solutions collectives, à donner une solution à l'ensemble des problèmes générés par la société capitaliste, qui nous touche nous et tous les autres groupes opprimés, pour aboutir à une société sans inégalité et finalement sans classe. Donc la première chose sur laquelle je vais insister, première partie de l'introduction, ce sera d'essayer de donner une petite photographie, partielle bien sûr, de la reconfiguration qu'a connue la classe ouvrière à une échelle internationale sur les 20 ou 30 dernières années. Et d'essayer d'expliquer pourquoi cette reconfiguration, à l'inverse de ce qu'on nous explique toujours dans les milieux militants, y compris à l'extrême gauche, au lieu de créer plus d'obstacles, plus de difficultés, offre plus de possibilités, plus de points de vulnérabilité pour la classe dirigeante et plus de possibilités pour les révolutionnaires, pour peu qu'ils sachent s'en saisir. Donc la première chose qui est frappante, c'est qu'on a, au lieu d'une baisse de la classe ouvrière en termes numériques à l'échelon international, on a une augmentation. Si on prend les chiffres officiels de l'Organisation internationale du travail, entre 1991 et 2012, les chiffres d'emploi global, l'ensemble des personnes dans le monde, on va dire, qui officiellement travaillent et produisent de la valeur, que ce soit dans l'agriculture, l'industrie et les services, la force de travail globale, grosso modo, passe de 2,2 milliards de personnes, 2,2 milliards,
à 3,2 milliards, une augmentation d'1 milliard de personnes en un peu plus de 20 ans. D'accord ? Sur ce total-là, l'industrie, le nombre de travailleurs industriels, et encore c'est un chiffre qui est un petit peu minoré parce qu'il ne compte pas la communication et les transports, mais c'est, on va dire, 490 millions en 1991, ce qui représentait 22% de la force de travail globale à ce moment-là. Ça passe à 715 millions. Il y a 715 millions de travailleurs industriels, je parle de l'industrie, ce qui représente 23% du total. Il y a une augmentation, y compris, pas simplement numérique, mais de la part de l'industrie. Et en réalité, il n'y a pas une désindustrialisation, il y a une déruralisation. Il y a une baisse drastique, massive du nombre de paysans. L'agriculture passe de 44% de la force de travail globale à 32%. Hein, sur 150 ans, pas simplement sur les 30 dernières années, c'est pas une désindustrialisation, c'est une déruralisation. Et ce qui est marrant, c'est complètement à rebours de ce qu'on nous dit sur l'industrie, il y a de moins en moins d'industrie, etc. Le taux de croissance de l'industrie a été, sur la période de 91 à 2012, hein, sur les chiffres officiels dont je parle de l'OIT, le taux de croissance de l'industrie, c'est en moyenne de 1,8% par an, le nombre de salariés, et il a été de 2,7%, ce taux de croissance, sur la fin de la période, entre 2004 et 2012. Un taux de croissance plus élevé que celui des services sur cette période-là, qui était de 2,6%. C'est-à-dire que non seulement l'industrie, globalement, augmente sur les 20 à 30 dernières années, mais elle augmente plus vite sur la période récente. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Il y a un redéploiement, bien évidemment, de l'industrie. Ce qui est vrai, c'est que le nombre global de travailleurs industriels dans les pays anciennement industrialisés, du Nord et de l'Ouest, passe de 130 millions à 107 millions. Il y a une proportion qui passe de 31 à 22%. Donc oui, il y a un redéploiement géographique au sud et à l'est du monde, en particulier en Asie du Sud-Est, avec la création de nouvelles classes ouvrières absolument massives. Pour se limiter vraiment à quelques tout petits exemples, enfin tout petits, très gros exemples, mais illustrés très brièvement. En Inde, je crois que c'est Julio qui évoquait cet exemple-là lors du forum de présentation. Les 8 et 9 janvier 2019 de cette année, il y a eu la plus grosse grève de tous les temps. Les 8 et 9 janvier, à l'appel d'un certain nombre de confédérations syndicales, il y a eu entre 150 et 200 millions de grévistes sur 2 jours. C'est pas 150 grévistes, il est possible en 92, 150 millions de grévistes. Toujours en Inde, on a eu, en réponse à une attaque réactionnaire qui voulait restreindre le droit de culte des femmes en Inde, on a eu un mur humain de 5 millions de femmes, un mur humain de 620 km de long, de femmes là, qui étaient toutes comme ça. Voilà, donc, si vous voulez, ce redéploiement et cette augmentation numérique de la classe ouvrière, en particulier de la classe ouvrière industrielle à l'échelon mondial, créent des forces sociales gigantesques qui n'existaient absolument pas à l'époque de Marx. Hein. En gros, en Corée du Sud, aujourd'hui, il y a plus de travailleurs, la classe ouvrière est numériquement plus importante que ce qu'il y avait dans le monde entier à l'époque de Marx. Deuxième grand point, outre cette augmentation numérique et ce redéploiement, vous avez une migration, donc pareil sur les 20 ou 30 dernières années, qui a été une des plus importants, des déplacements humains les plus importants dans l'histoire de l'humanité. En gros, c'est un exode. L'exode rural et la guerre déplacent des masses, des millions et des millions de gens. Sur l'année 2013, par exemple, c'est 232 millions de personnes qui étaient officiellement comptées par l'ONU. Bon. Mais si vous voulez, on a tendance à se focaliser que sur certains mouvements. Mais il y a aussi des migrations, si vous voulez, la force essentielle, l'évolution essentielle, c'est l'exode rural, c'est la déruralisation, c'est la transformation de paysans en travailleurs salariés, en particulier industriels. Ça donne quoi? Ça donne en Chine, l'exemple de la Chine est important, parce qu'il permet de montrer que ce n'est pas simplement des chiffres, c'est des évolutions, c'est des mutations et qui se transforment en énergie et en potentiel de changement. En fait, vous avez 300 millions de personnes qui sont passées des campagnes chinoises à la ville. Une grande partie d'entre eux sont des sans-papiers de l'intérieur.
C'est-à-dire qu'en Chine, l'accès aux droits sociaux, en particulier à l'éducation et à la santé, est attaché à ton lieu de résidence. C'est-à-dire qu'officiellement, tu n'as pas le droit de scolariser dans le public tes enfants quand tu n'es pas dans ton lieu d'origine, quand tu es immigré de la campagne à la ville en Chine. Donc c'est des millions et des millions, dans 300 millions, vous imaginez, sur ces dernières années. On les appelle les Minggong, les sans-papiers de l'intérieur. Et si vous voulez, cette installation, maintenant sur plusieurs générations, parce que vous avez maintenant les fils et les filles de ceux qui sont partis du village pour venir bosser en ville dans les usines géantes, qui fabriquent nos portables, nos motos, nos voitures. Bon. Et comment ça se passe? Si vous voulez, il y a 15 ans encore, en Chine, il y avait des grèves, mais c'était des grèves qui avaient lieu, grosso modo, à une seule période de l'année, et sur une seule question. C'était au moment de la nouvelle année, pour le versement des salaires. Les salaires, souvent, n'étaient pas versés à temps, pas versés du tout, mais les immigrés de l'intérieur, ce qu'ils faisaient, pourquoi ils allaient bosser en ville, c'était pour amasser de l'argent, et ils avaient encore la perspective de revenir. Ils pensaient qu'ils allaient revenir au village, comme souvent les immigrés. Mais en fait, ils restent. Mais au moment de la nouvelle année, c'était le moment où ils revenaient à la casa, pour les fêtes. Et à ce moment-là, fallait bien avoir que la thune soit versée quand même, hein, sinon tout ça, ça servait à rien. Et il y avait des grèves à ce moment-là. Aujourd'hui, les grèves en Chine, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, quand tu es fils ou fille de Minggong, tu sais que tu vas passer ta vie ici, et ton objectif pour te bagarrer, c'est d'augmenter les salaires. Hein? Et il y a eu un tournant à partir d'une grève très importante en 2010 à Honda Foshan, qui a obtenu des augmentations de salaire de l'ordre de 25 ou 30%. Voilà, maintenant, la bagarre, elle se fait pour améliorer tes conditions de vie ici, maintenant. Et on parle de, par exemple, entre le début 2017 et le début 2018, d'un quasi-doublement du nombre de grèves à un an d'intervalle. C'est une conflictualité sociale, une poudrière très très importante. Ces migrations ne font pas que créer des nouvelles forces sociales loin sur la planète par rapport à nous, là où on est. Elles transforment aussi profondément la composition de la classe ouvrière dans les pays du Nord, dans les pays anciennement industrialisés. Pour prendre quelques petits exemples, à la fois statistiques et des exemples de lutte, aux USA, au début des années 80, les Afro-Américains, Latinos, Asiatiques représentaient environ 15% de la classe ouvrière. Aujourd'hui, ils représentent 35% sur l'ensemble de la classe ouvrière. En réalité, dans certains secteurs clés de l'économie, c'est quasiment 50%. Dans certaines entreprises, certains services qui jouent un rôle particulier, c'est même une majorité. La grève où il y a eu le plus de jours, en gros la plus grosse grève, à la fois la plus longue, quasiment pas la plus longue, maintenant on a dépassé nous, mais une des plus longues et une des plus massives, en France, ça a été la grève des travailleurs sans papier de 2009-2010, qui a duré quasiment un an, de 6000 travailleurs sans papier, dont 1500 étaient des travailleurs intérimaires sans papier, organisés en comité de grève. C'est aussi ça, notre classe sociale, et la réalité aussi du mouvement ouvrier organisé, pas que des blancs. Aux Pays-Bas, et c'est pas qu'en France, c'est pas dans les pays où la conflictualité sociale on sait qu'il y en a. Aux Pays-Bas, les deux plus grosses grèves, pareilles, qui ont duré plusieurs semaines, qui étaient dans le secteur du nettoyage, avec une majorité de femmes et d'immigrés, étaient en 2010 et 2012. Et pour parler un petit peu plus du cas de l'Europe, en fait, ce qui s'est passé en Europe sur ces 20 dernières années, c'est une bonne partie des grands groupes industriels ont construit des usines aux frontières de l'Europe, juste à l'extérieur de l'Europe. Et si vous voulez, dans un endroit comme la Turquie, il y a une tentative consciente de la part du régime turc de dire on va être la Chine de l'Europe. Et vous avez aujourd'hui pratiquement, par exemple, si vous prenez le secteur de l'automobile, plus largement de la métallurgie, quasiment tous les grands groupes ont des usines en Turquie. Vous avez une région à quelques dizaines de kilomètres à l'est de la capitale, qui s'appelle Bursa. En 2015, personne ne connaissait l'existant, moi je ne savais pas que ça existait pour ça. Mais en mai 2015, vous avez eu une grève absolument massive de l'usine Renault
pour ça. En fait, il y a eu une première grève à Bosch qui a obtenu dans cette zone, dans cette très grosse zone industrielle de Bursa, qui a gagné des augmentations de salaire jusqu'à 60%. Et l'usine, qui est la plus grosse usine de Turquie, de Renault Bursa, de 6000 personnes, il y a eu 5000 grévistes qui ont occupé l'usine jour et nuit pendant 13 jours. Et en réalité, ça a été un mouvement de grève qui a dépassé Renault, qui a entraîné Fiat, Magneti Marelli, Delphi, un groupe américain, Valeo, tout un tas d'équipementiers d'entreprises de la métallurgie, quoi. 4500 grévistes à Fiat, 16 000 grévistes en tout, donc sur 2 semaines. La grève a gagné une augmentation, grosso modo, des salaires de 100 € et une reconnaissance, un début de reconnaissance de syndicats indépendants, même s'il y a eu de la répression après, enfin, c'est toute une histoire. Mais si vous voulez, ils ont gagné ces augmentations de salaire. Si la grève, il y a eu plusieurs facteurs qui expliquent la victoire, mais un des facteurs décisifs, c'est que si la grève à Renault, pour ça, avait duré 2 jours de plus, l'usine de Renault Flins, en région parisienne, aurait été au chômage technique. Et donc vous avez, et par ailleurs j'ai oublié de dire, la Turquie, c'est le pays où c'est le 3e pays dans le monde où il y a le plus d'accidents, de morts par accident du travail. C'est 1000 morts par an, enfin, le 3e. Voilà, si vous voulez, les pétrogrades d'aujourd'hui sont en Turquie ou sont à Tanger. Tanger, c'est un excellent exemple de nouvelles formes de concentration industrielle. Renault a aussi implanté, c'est Renault qui est à l'honneur aujourd'hui, Renault a implanté une usine de 7800 salariés, environ 7000 ouvriers sur ces 7800 salariés, qui produit 340 000 voitures par an, plus des parts, des pièces détachées qui sont assemblées dans des usines à Madrid ou en France. Tanger, aujourd'hui, c'est pas simplement Renault. Tanger, c'est le plus grand port d'Afrique, probablement le plus grand port de toute la Méditerranée, en termes de capacité de conteneurs. Il y a 900 entreprises installées dans une zone franche qui ne payent pas d'impôts, et quasiment 90% de la production est exportée. Et on estime le nombre de salariés du port en lui-même à 6000, et le nombre d'employés dans l'ensemble des usines, y compris, pas simplement les grands producteurs de l'automobile, mais aussi de l'aéronautique. Il y a de la technologie et de la production de pointe là-bas, du textile, de l'agroalimentaire également. Mais c'est 70 000 employés au bas mot. Au bas mot. Donc vous avez une énorme concentration industrielle de presque 100 000 personnes, au minimum 76 000, juste au port de l'Europe à Tanger. Donc qu'arrive-t-il à notre bonne vieille classe ouvrière dont effectivement le nombre de salariés industriels baisse? Déjà, pourquoi il y a cette baisse du nombre de salariés dans l'industrie? Et pourquoi il y a une augmentation du nombre de salariés dans les entreprises de services? Donc pour deux, il y a deux phénomènes marquants sur ce qui se passe chez nous, en particulier dans l'industrie. C'est la stagnation des salaires et une augmentation très importante de la productivité. Et une augmentation de la productivité qui se fait en partie par l'introduction de nouvelles technologies, bien sûr, mais en grande partie par une intensification du travail. Tu presses le citron. C'est ça qui se passe. C'est à propos de ça notre grève aussi. Je vais vous expliquer. Dans l'industrie, les anciens standards, jusque dans les années 80, les anciens standards dans un pays comme les États-Unis, de mesure de la charge de travail sur 1 minute, en gros, les spécialistes bourgeois disaient, sur 1 minute, il faut qu'un ouvrier de l'automobile bosse entre 45 et 52 secondes. D'accord? Toyota arrive et dit, c'est 57 secondes, sur 60 secondes pendant lesquelles il doit y avoir de l'activité, pas de temps mort. On tolère 3 secondes de temps mort. Et donc, ça s'est traduit par quoi? Par une offensive, c'est ça, hein, l'offensive, on dit l'offensive de la bourgeoisie, ceci, ça, c'est quoi? C'est, tu passes d'un temps de pause, il y a une réduction
un allongement de, une réduction du temps de pause, grosso modo, qui est passé, là les chiffres disponibles c'est pour les États-Unis, de 13% du temps de travail à 8% du temps de travail. Sur une journée de 8 heures de taf, ça représente 24 minutes. Si tu combinais ça, cette baisse du temps de pause, plus la minute de 57 secondes de Toyota, tu arrives quasiment à 2 heures de boulot en plus sur une journée de 8 heures. Pour vous donner un exemple ultra concret de ça, là c'est pas du théorique, c'est de l'effectif. En 2015, le contrat signé par le syndicat de l'automobile américain UAW avec Ford accordait à Ford 1 minute de pause en moins pour tous les 53 000 salariés syndiqués représentés par le syndicat. 1 minute pour 53 000 personnes, c'est 7 000 heures par jour, 4 ans quasiment, avec un coût pour l'entreprise de 0 par jour. 4 ans de travail économisé, cadeau direct. Donc si vous voulez, toutes ces techniques-là, si on les additionne avec les systèmes de surveillance numérique, de surveillance et de régulation électronique du travail, on peut penser à Factéo, je parle un peu pour les Français, c'est-à-dire l'introduction des smartphones pour les facteurs. C'est maintenant ton activité, dans de plus en plus de jobs, tu peux la suivre au centième de seconde près. Donc si on combine cette intensification avec, grosso modo, le contrôle accru de la force de travail par les nouvelles technologies, de l'information et de la communication, on arrive, entre le début des années 80 et maintenant, à un doublement de la productivité. Une même personne produit 2 fois plus de richesse. Il y a 2 fois plus de jus du citron. Donc c'est ça qui fait qu'il y a une baisse des effectifs. C'est pas qu'il y a une disparition magique de l'industrie comme ça, c'est qu'il faut faire plus de taf par moins de gens. C'est ce qu'on expérimente tous les jours en fait dans notre boulot, et pas que dans l'industrie, aussi dans les services. Donc qu'est-ce qui se passe dans les services? Il y a une double évolution, même une triple, une double évolution qui pète à la gueule. C'est que, alors dans les services, une partie des activités de service, pas toutes, il y a une productivité qui est plus faible. C'est plus difficile d'introduire des nouvelles technologies. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de temps partiel. Si vous voulez, bon, je vais peut-être trop rentrer dans le détail là, mais c'est rentable. Un ouvrier ou une ouvrière de l'automobile, c'est plus rentable d'augmenter. J'ai oublié de le dire aussi, il y a une augmentation des heures de travail évidemment. On est passé de 8 heures de journée de travail à 10-12 heures dans les principes, quasiment tous les pays producteurs. Mais ça, c'est pas rentable de le faire dans les services. Parce que la productivité augmente plus à partir de la 8e heure de boulot dans l'industrie. Alors que la productivité n'augmente pas en augmentant le travail dans les services. C'est pour ça que ce qui est plus rentable, c'est d'embaucher beaucoup de monde dans les services avec des petits salaires et avec des contrats à temps partiel. Ce qui s'est passé dans l'industrie, c'est que toute la reproduction sociale, c'est-à-dire le travail qui sert à reproduire la force de travail, l'éducation des enfants, le soin aux anciens, tout ce travail qui historiquement, tout ce travail non payé qui était historiquement et qui est encore en grande partie historiquement pris en charge dans le cadre de la famille et très majoritairement par les femmes, il y a eu un processus partiel de marchandisation de ce travail de reproduction sociale qui est absolument nécessaire au fonctionnement du système capitaliste. Sinon, la marchandise force de travail, le travailleur, la travailleuse ne fonctionne pas, ne peut pas retourner au boulot. Bon. Ce boulot-là est marchandisé, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'une des principales causes, ironiquement, de cette marchandisation de la reproduction, du travail de reproduction sociale, c'est l'entrée massive des femmes, y compris des femmes avec enfants, dans le travail salarié. Et du coup, il y a une pénurie de travail de reproduction sociale qui a bien eu besoin de combler. Ça passe par des choses aussi auxquelles on ne pense même pas. Par exemple, tu bouffes plus dehors. Voilà, c'est moins la famille, et donc très souvent la femme, qui fabrique la bouffe à la maison. Par exemple, chez les ménages américains, la proportion des dépenses alimentaires de ce qui est acheté à l'extérieur est passée de 40% au début des années 80 à 49% en 2010. C'est aussi ça, la reproduction sociale, c'est tout simplement manger. Qui fabrique ta bouffe?
Euh, donc si vous voulez, tous ces secteurs-là, de la santé, y compris de l'hôtellerie, du nettoyage, c'est des millions et des millions d'emplois qui ont été créés par le processus de marchandisation du travail de reproduction sociale. C'est la première source massive d'augmentation des emplois dans le... ça aussi, ça crée des nouvelles forces sociales. La quatrième vague du mouvement féministe, qui est un féminisme plus ouvrier, qui se saisit de l'arme de la grève, etc. D'où ça vient? Ça vient de là. Hein. C'est pas que loin en Chine, c'est partout dans le monde. Où est-ce que j'en étais? Oui, et la deuxième source de l'augmentation du travail de la classe ouvrière des services, c'est tous les coûts en gros, les entreprises, les installations, les bâtiments sont de plus en plus grands et coûteux, et donc ça produit de plus en plus de déchets, de merde, et de besoins de maintenance et de nettoyage. C'est toute la merde, littéralement produite par le système, elle doit bien être nettoyée par quelqu'un, et c'est bien souvent maintenant des salariés, femmes, qui prennent en charge ce boulot, mais qui prend une part beaucoup plus significative qu'auparavant dans l'activité salariée, et dans la création de plus-value, y compris. En gros, tout ce travail-là de maintenance, de nettoyage des installations, des bâtiments, des entreprises, il faut nettoyer les bureaux, il faut nettoyer les usines, il faut les faire fonctionner, pas simplement ceux qui opèrent les machines et les bureaux, mais aussi ceux qui les nettoient, en gros, pour simplifier. Cette activité-là occupe une part en termes de nombre d'emplois, en termes de production de plus-value, de richesse, de profit, ça occupe une part bien plus importante, qui se compte en millions d'emplois qu'auparavant. Donc, concernant... on a aussi une évolution très importante, et ça qui est beaucoup moins remarqué, une évolution très importante de la forme des groupes, des grands groupes, des grands groupes. Si vous voulez, il y a eu dans l'histoire du capitalisme, il y a eu plusieurs grandes vagues, c'est pas en continu, c'est à des moments où c'est concentré, des grandes vagues de concentration du capital, c'est-à-dire où il y a des boîtes qui en achètent d'autres, qui en absorbent d'autres. Les deux dernières grandes vagues de fusion-acquisition ont eu lieu entre 1996 et 2000, et entre 2003 et maintenant. Et ces deux dernières vagues ont été différentes des précédentes. Les précédentes avaient créé, dans les années 60, en gros, 60-70, avaient créé des conglomérats. Y compris, c'était une technique de lutte de classe pour contrer la combativité de l'époque. Les groupes s'étaient diversifiés et comportaient des activités qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Un grand groupe pouvait faire à la fois de l'énergie, de la production industrielle, des activités financières. Et aujourd'hui, il y a eu un mouvement de reconcentration, c'est-à-dire où une grosse boîte va se défaire de ses activités qui sont en dehors de son cœur historique de métier et va acheter des entreprises du même secteur, une concentration verticale. Va racheter y compris des clients, des fournisseurs et des concurrents surtout. Et donc va donner naissance à des gigantesques groupes qui contrôlent, enfin un nombre maintenant très très réduit de grands groupes contrôlent les grandes industries. Et ces restructurations font... ça crée deux résultats un petit peu paradoxaux. Déjà, on pense... Souvent on dit oui, la taille des établissements a baissé, vous savez, c'est toute la théorie du... la précarité, on est beaucoup plus précaire maintenant qu'avant. Et la taille des établissements baisse. Celle des grands groupes augmente, c'est vrai, mais la taille des établissements baisse. Du coup, c'est beaucoup plus dur de faire grève, c'est beaucoup plus dur de lutter. C'est pas vrai. Statistiquement, c'est plutôt faux. Disons qu'en termes de précarité, depuis 20 ans, la proportion de la main-d'œuvre qui est précaire n'a pas augmenté significativement. En Europe, c'est de l'ordre de 20%. Et aux États-Unis, c'est de l'ordre de 15%. Ça n'a pas augmenté en 20 ans. Bien sûr qu'il y a des formes d'aggravation de la précarité, on ne peut pas le nier, mais ce n'est pas non plus, si vous voulez, le jour et la nuit.
Et la taille, contrairement à ce qu'on croit, en tout cas, si on prend les chiffres pour les États-Unis, ça on a les chiffres pour les États-Unis, la taille des établissements n'a pas baissé. Elle est quasiment rigoureusement la même aujourd'hui qu'au milieu des années 80. Elle a même eu tendance à augmenter dans l'industrie. En gros, aujourd'hui, on bosse dans des groupes qui sont beaucoup plus gros, dans des établissements qui sont pas forcément plus petits. Vous avez notamment des gros établissements qui sont créés dans d'autres secteurs, dans la santé en particulier. On a des gigantesques hôpitaux aujourd'hui, qui sont des très grosses concentrations de salariés, pas que dans l'industrie. Et ça a créé quelque part des nouveaux points faibles. Et j'en viens à ça. Si vous voulez, il y a eu réellement, j'ai un petit peu relativisé juste avant, mais il y a eu réellement un processus, on va dire, d'atomisation, de fragmentation, un mouvement de fragmentation à partir du début des années 80. Les contrats précaires, la filialisation des groupes, la sous-traitance d'un certain nombre d'activités. Hein. Je pense que vous connaissez bien ça. Voilà, les grands groupes sous-traitent un maximum d'activités. Bon. Mais en réalité, ça a fini par s'accompagner d'un mouvement inverse, de recréation de nouvelles. C'est-à-dire toutes ces activités qui s'étaient retrouvées séparées se sont retrouvées regroupées d'une autre manière dans de nouveaux centres géographiques et par des nouvelles formes de liaison. C'est ce que beaucoup de gens appellent, peut-être de manière exagérée, mais la révolution logistique. C'est-à-dire que, à force d'accélérer les rythmes de travail et de circulation des marchandises pour gagner du temps, en fait, ce qu'ont fait les capitalistes, c'est qu'ils ont recréé de nouvelles concentrations en donnant une place au secteur logistique en particulier, c'est-à-dire du transport, de la communication, un nouveau rôle, en tout cas, pour vous donner une petite idée de ce que ça représente. Aux États-Unis, vous avez 60 regroupements, des nodes, clusters, si vous voulez, où se regroupent différentes formes de transport, des hubs, on appelle ça, différentes formes de transport, c'est-à-dire que vous avez à la fois plusieurs lignes de chemin de fer qui se croisent, des ports, des entrepôts gigantesques et des centres de distribution. Les trois principales, c'est à Chicago, Los Angeles et dans la région de New York et du New Jersey. Chacune de ces trois concentrations, ça représente plus de 100 000 salariés. Par exemple, UPS a son World Hub géant à Louisville avec 55 000 personnes qui sont employées. En gros, ils ont quasiment un aéroport pour eux tout seuls. UPS. FedEx, pareil, à Memphis, 15 000 personnes employées directement par quasiment leur aéroport. Et si tu prends les salariés du rail, les chauffeurs-livreurs qui bossent à Memphis autour du hub de FedEx, ça fait 220 000 personnes. Et qui sont, et ça a aussi un petit peu changé par rapport à auparavant, il y avait un processus de fragmentation, d'atomisation, d'éloignement des zones urbaines vers soit à l'étranger, des localisations, soit dans des zones rurales ou semi-rurales. Bah là, il y a une relocalisation à côté des villes. C'est-à-dire que toutes ces nouvelles grosses concentrations, on commence à le voir en Europe, c'est moins prononcé. On peut penser au port de Gennevilliers, par exemple, c'est un peu ça, sur une échelle plus petite, bien sûr. Mais c'est proche des grandes villes, avec une main-d'œuvre qui est jeune, précaire, en grande partie, grosso modo 50% d'intérimaires. Et là aussi, avec des Noirs, des immigrés, une main-d'œuvre très mélangée. 25% de femmes quand même dans ces clusters. 25% de femmes. Et donc ce qui est déterminant dans la formation de ces nouvelles concentrations industrielles, en réalité, c'est de communication et transport, mais même dans ces nouvelles concentrations, il y a aussi des activités manufacturières. Très souvent, les produits importés sont finalisés, sont customisés pour le marché local, avec des opérations industrielles pour finir de fabriquer le produit, en réalité. C'est même pas que du transport et de la communication, dans ces grosses concentrations-là. Ce qui est déterminant, c'est la vitesse. La vitesse de déplacement des trains, des camions, des bateaux n'a pas changé depuis 30 ans. Par contre, ce qui change, c'est leur taille. En gros, on transporte plus de marchandises. Et ce qui est déterminant, c'est les changements de mode de transport
et la réduction du temps de stockage. En gros, la norme maintenant, vers laquelle tendent les industriels, c'est que le jour même où arrive une marchandise, elle reparte. Le jour même. Bah ouais, J+1. Tu cliques, tu commandes sur Amazon et tu as envie d'avoir ton produit le lendemain. Du coup, tu fais travailler le factrice ou la facteur qui se fait chier à venir le soir à 22h chez toi. Hein, merci, le J+1. Le socialisme, ce sera le J+1, mais si tu bosses en soirée un jour, tu as 4 jours de congé derrière. Ou ce sera le J+1, mais avec une livraison le matin, je ne sais pas comment on fera. Donc tout ça pour dire que derrière une simple question de vitesse de livraison, en fait, ça implique une reconfiguration, pas simplement géographique, mais la création de nouvelles concentrations de salariés qui deviennent des nouveaux points faibles, puisque tu peux sous-traiter des activités, mais les sous-traitants, ils se font concurrence entre eux aussi. Et au bout d'un moment, les sous-traitants, ils se bouffent entre eux, ils se concentrent aussi, ça fait des gros groupes. Donc une grève chez un sous-traitant ou chez un constructeur ou chez un fournisseur a tendance à beaucoup plus bloquer l'ensemble du système. Il y a des goulots d'étranglement. Alors pour l'instant, on n'a pas encore réussi à profiter de ces nouveaux points faibles. Des groupes, comme ils sont beaucoup plus verticaux, auparavant, en gros, quand tu avais un conglomérat, tu fais grève dans une boîte, le patron il dit je m'en fous, je fais 80% de mes profits dans d'autres activités, vas-y continue ta grève, je m'en fous. Et même pour avoir une représentativité syndicale à l'échelle d'un groupe, c'est plus difficile, parce que c'est des activités qui n'ont rien à voir avec les unes avec les autres. Là, les grands groupes sont plus vulnérables à des campagnes de syndicalisation. C'est pour ça que maintenant on arrive à syndiquer les hôtels aussi. Et plus, parce que c'est des chaînes. Et plus vulnérables à des grèves. Et quelque part, alors je ne veux pas faire le gars avec la boule de cristal, mais cette reconfiguration d'ensemble de la classe ouvrière qui produit des points faibles, on peut aujourd'hui qu'entrevoir. Mais c'est pas qu'entrevoir. L'histoire de la grève de Boursa, c'est ça. Hein. C'est un entremêlement, un entrelacement, une interdépendance des différentes activités économiques et du coup des liens à l'intérieur même de la classe ouvrière qui est beaucoup plus internationalisée, plus brassée, plus productive. Ça crée des nouveaux points faibles. Et ce qui est important de voir, c'est deux choses par rapport à ça. C'est que les situations révolutionnaires au sens à l'international. À quel moment il y a eu des révolutions dans le monde et dans l'histoire? Il n'y en a pas eu à beaucoup de moments. Hein. Il y a eu bien sûr des situations révolutionnaires à tel coin, mais grosso modo il y a eu dans pas mal de pays. Dans le monde entier, à certains moments, c'était pas... Il y a eu juste après, au moment de la révolution russe, un peu pendant les années 30, autour de 68. Bon, grosso modo, ça correspond avec quoi? Il y a plusieurs facteurs d'explication, bien sûr. Mais il y a un facteur d'explication que souvent on met un petit peu de côté, qu'on oublie, c'est justement ces restructurations d'ensemble des conditions de travail et de vie de la classe ouvrière. Grosso modo, les techniques, ce qu'on a appelé le taylorisme, de management, de contrôle, imposées pendant la Première Guerre mondiale, ont été une des causes de rébellion et de révolution juste après la Première Guerre mondiale et dans les années 30. Il y a eu un temps de retard, par exemple, dans les années pour les États-Unis, parce que c'est pas automatique tout ça. Hein, c'est pas de la machine, c'est pas tu tapes dessus et ça explose. C'est des êtres humains. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Mais aujourd'hui, quelque part, on connaît une restructuration d'ensemble, une pression énorme d'ensemble, mais aussi des points de vulnérabilité qui pourraient déclencher c'est une raison, si vous voulez, c'est pas juste de l'analyse politique globale de superstructures vachement abstraites, c'est dans l'évolution de ce que c'est que la vie, comment on vit en étant au taf et en allant au taf et en se reposant le peu de temps qui nous reste pour aller au taf, c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, on s'énerve et on se soulève. Et quelque part, on est peut-être à la veille d'une situation qui devient explosive. Ça, c'est la première chose à comprendre. C'est cette explosivité-là, elle ne vient pas de nulle part, elle a des racines matérielles bien objectives. Et pas que en Chine ou en Inde, très très loin ici. Et deuxièmement, il y a aussi une tendance, elle n'est pas achevée, mais une tendance à l'homogénéisation
pas simplement des conditions de travail, mais même des conditions morales de ce que c'est que le travail et que la vie. On pouvait dire, avant, on vivait dans des mondes différents. À Hong Kong, en Chine, à Paris ou au Maroc, on vivait dans des mondes différents, des cultures différentes, tout ce que tu veux, oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, l'expérience qui est faite par les jeunes manifestants de Hong Kong, on a tous lu des trucs là-dessus, là, comment ils ont fait, tout ça. Ce qu'ils font eux, un intérimaire sur une chaîne de montage à Poissy et un intérimaire sur une chaîne de montage à Tanger, ils regardent les mêmes smartphones, hein. Et ils écoutent aussi des fois la même musique. Voilà. On vit de plus en plus dans les mêmes mondes, et on va dire que la communauté d'expérience, c'est aussi ça qui crée une nouvelle classe ouvrière globale. Voilà, pour le dire un peu de manière bien sûr, j'ai appuyé, j'ai tordu le bâton, des grands groupes qui se reconcentrent, qui se fusionnent. Ça a aussi des aspects évidemment négatifs, hein, parce que ça veut dire une intensification du travail, des conditions de travail qui sont pires. La précarité, bien sûr que c'est un obstacle, mais c'est plus dur d'organiser des grèves, il y en a moins, mais quand elles ont lieu, elles sont plus explosives. Je vais aller plus vite sur la deuxième partie et la conclusion de mon topo. Une fois qu'on a dit ça, déjà, juste avant, pareil, il y a quelque chose, à mon avis, de très faux. Il y a une idéalisation du passé sur le mouvement ouvrier traditionnel, même souvent quand on parle le mouvement ouvrier traditionnel, les grosses concentrations du passé, alors qu'aujourd'hui, on a des petits secteurs atomisés. On a un complexe, hein, franchement. C'était pas forcément beaucoup mieux et beaucoup plus concentré, beaucoup plus gros avant. Et c'était très précaire aussi avant. Hein. Jean Jaurès, la CGT est de la grande époque. Ils ont construit des partis et des syndicats de plusieurs centaines de milliers de personnes. À l'époque, je vous jure, en 1880, quand Jean Jaurès il a fait ses premières armes, la plupart des ouvriers, ça n'existait même pas les contrats de travail. La grande majorité des ouvriers, ils bossaient à l'usine 2 ou 3 mois par an. Et ils revenaient à la campagne comme les Chinois. Ils revenaient à la campagne le reste de l'année. Faire grève, je sais pas, ça venait même pas à l'idée, la plupart du temps. Bon. Est-ce que c'était plus facile d'organiser une grève tu vois, la précarité, quelque part, ce qu'on expérimente nous, y compris, c'est pas une division entre d'un côté des précaires, la gig économie, l'uberisation, les extraterrestres d'un côté, puis les salariés bien stables de l'autre. Non, c'est une dégradation d'ensemble. Une dégradation d'ensemble qui fait ressembler nos conditions de travail à ce qui existait avant, dans les années 30, voilà, et qui existait aussi déjà dans les années 60-70. C'est pas non plus un changement complet. Ce qui change, c'est autre chose. Voilà, c'est les formes de concentration. C'est ça que on exagère. Voilà, c'était pas beaucoup plus facile à l'époque de la Commune de Paris. Il n'y avait pas d'usine géante. Hein, et pourtant, ils sont allés à l'assaut du ciel, comme disait Karl Marx. Donc sur la deuxième partie, qu'est-ce qui fait que dans la condition de travailleurs salariés, qu'est-ce qui fait qu'à la fois il y a un potentiel révolutionnaire, un potentiel d'explosion et de construction de quelque chose de nouveau, et qu'est-ce qui fait aussi que c'est pas automatiquement le cas, on voit bien, enfin, la classe ouvrière ne se soulève pas comme ça d'un coup, et la révolution c'est pas automatique, et c'est pas tous les jours au coin de la rue, on le sait bien. Ben ça, cette contradiction, son origine elle est dans nos conditions de vie en réalité, en tant que travailleurs. Pourquoi des idées pourquoi des idées réactionnaires ont un poids chez nous, parmi nos collègues, nos camarades et même nous-mêmes. Pardon. Pourquoi les idées réactionnaires ont une prégnance, existent dans notre classe sociale. On a tendance à expliquer le poids des idées contre-révolutionnaires dans la classe ouvrière par la misère matérielle et morale, oui, bien sûr. Plus difficile d'être super cultivé, super intelligent quand tu passes 10 heures de ta vie dans un truc abrutissant et qui te donne le cancer. On attribue ça souvent aussi à l'idéologie dominante. Voilà, les capitalistes qui te font écouter, lire, voir des trucs avec des idées pas bien. Oui. Le poids de la bureaucratie ouvrière aussi, voilà. Bien sûr, tout ça compte, mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est où ?
dans la nature épisodique des mobilisations ouvrières. La clé pour comprendre le réformisme et le conservatisme qui existent dans la classe ouvrière, c'est la nature épisodique de la lutte et de l'organisation ouvrière. C'est au cours de luttes de masse auto-organisées et couronnées de succès que les travailleuses et les travailleurs peuvent développer des idées radicales et révolutionnaires. Mais la classe ouvrière ne peut pas, dans son ensemble, être en permanence mobilisée et active dans la lutte de classe. Elle est privée de la possession de ses moyens de production, et ses membres sont bien obligés de vendre leur force de travail pour survivre, pour bouffer. Donc la plupart des travailleuses et des travailleurs sont pour l'essentiel du temps absorbés par la lutte individuelle pour vivre. Donc la classe ouvrière ne peut engager des luttes de masse que dans des situations exceptionnelles. La plupart du temps, différents segments de la classe ouvrière entrent en activité à différents moments dans la lutte contre le capital. Seule une minorité reste active entre les pics de lutte. C'est nous, les militantes et les militants. Qu'est-ce que ça veut dire, cette nature épisodique? Ça veut dire qu'une même personne, c'est pas simplement une fragmentation des niveaux de conscience, des expériences, oui, mais c'est aussi que la même personne peut pendant des années refuser les tracts qu'on lui donne à l'entrée de la boîte ou de la fac, et 2 semaines plus tard, se mettre à cogner sur des flics en manif. Et 1 an après la grève, le poids du quotidien aura repris le dessus, mais il restera quelque chose de cette expérience. C'est ça qui se passe dans la tête des travailleurs. Donc 1, la nature épisodique de la mobilisation. 2, le mélange entre l'élément actif. D'accord. Je répète la dernière phrase. C'est l'alternance entre des périodes relativement exceptionnelles de mobilisation et des périodes de calme pendant longtemps qui font qu'il y a un mélange d'idées contradictoires. Parce que tu acquiers des idées radicales à un moment donné, le reflux passe, tu gardes quelque chose, et donc c'est ce qui fait qu'il y a une cohabitation, la nature épisodique de la lutte, c'est ça qui fait qu'il y a un premier facteur d'explication de la diversité des idées, du sens commun des travailleurs et des travailleuses normaux, y compris nous. Il y a aussi, deuxième source de contradiction, c'est le mélange entre l'élément actif, l'aspect actif et l'aspect passif de l'activité des travailleurs dans le processus de production. C'est-à-dire on est à la fois transformé en marchandise, dominé dans notre travail. En gros, la vie commence quand le taf finit. Tu regardes la montre, ta vie commence une fois que quand tu sors du taf et que tu vas chez toi, et le week-end. C'est ça la vraie vie, c'est le week-end. Et pourtant, la vraie vie, ce qui fait que tu as un MP3, que tu as un iPhone, que tu as ce livre, c'est qu'il y a des gens qui vont au taf, et y compris toi-même. La culture humaine, elle est créée par le boulot, et en même temps, on est complètement étranger à ce qui fait notre propre civilisation. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'autre qui nous dicte les ordres, et on est, d'un certain point de vue, totalement passif, privé du contrôle de notre activité dans le boulot. Et en même temps, c'est nous l'élément actif du travail. Ils ne pourront jamais complètement nous remplacer par des robots, c'est pas possible. Pour des raisons économiques aussi, parce que la plus-value elle vient du travail humain, mais même pour des raisons, tu ne peux pas faire fonctionner tout ça sans le facteur humain. Et ça, même le plus réactionnaire des travailleurs, sait que si lui il fait rien, il n'y a rien qui se passe et les profits ne rentrent pas. Donc il y a des germes de passivité et d'activité dans l'existence quotidienne des travailleurs. 3. Dans le boulot, on est à la fois en concurrence et en coopération avec les autres. On est des vendeurs individuels de leur force de travail. Je veux une promo, je veux me faire bien voir du chef. Je vends ma force de travail. Je me vends, littéralement. Et en même temps, je coopère dans le boulot. Si je fais cuire mes steaks pas assez vite, le sandwich derrière, il ne va pas arriver. Et tu te fais engueuler. Et c'est normal. Donc on est, si vous voulez, tous les travailleuses et tous les travailleurs, pareil, même les plus réacs, même les plus... savent qu'il y a besoin d'une coopération, et ça correspond à une de leurs expériences, de savoir, de vivre, qu'on vit dans un monde connecté à plein d'autres. C'est la socialisation objective du processus de production.
Avant le capitalisme, chacun produisait dans son petit coin, dans son petit village, et connaissait que 4 ou 5 km² autour. Avec le développement de la production capitaliste, le moindre article de consommation, voilà, est conçu quelque part, fabriqué ailleurs, transporté, etc. C'est ce que je disais avant. Du coup, c'est ce qui produit une conscience contradictoire. Et le réformisme est souvent comme un compromis entre ces différentes tendances-là. Une conscience qui mêle l'idée d'une nécessité de l'intervention des travailleurs pour changer les choses, que ce soit les petites ou les grandes, et la confiance dans la délégation du pouvoir, qui est aussi profondément enracinée dans notre expérience. Et en gros, le réformisme est un compromis entre la conscience qui est nourrie par l'expérience, que c'est par l'intervention vivante des travailleurs que tout se passe, et en même temps la confiance dans la délégation de pouvoir, parce que je décide rien et t'es habitué à pas décider aussi. Donc c'est ce qui explique cette cohabitation, cette expérience contradictoire, que les travailleurs peuvent être à la fois d'accord avec les révolutionnaires dans la grève et voter pour des partis de merde. Parce qu'il y a des éléments contradictoires qui nourrissent leur propre expérience. Et ce n'est qu'au travers de l'expérience de l'activité de classe collective contre les employeurs, partant du lieu de travail, mais ne s'y limitant pas, que les salariés peuvent commencer à se penser comme une classe avec des intérêts collectifs opposés à ceux des capitalistes. En gros, quand tu fais l'expérience de grève un peu longue, massive, victorieuse, qui te confronte à tout un tas de choses, tu es plus ouvert aux attitudes antisexistes, anti-homophobes, anti-militaristes, etc. Donc ces éléments d'activité, de coopération, c'est là-dessus qu'on s'appuie. Et nous, militants communistes, on va plus loin. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être d'accord avec nous, mais on va plus loin. On pense, pour utiliser un terme un peu philosophique que Marx a employé à un moment donné, on essaye de faire de nous-mêmes une classe universelle, entre guillemets, qui est en capacité de régler les problèmes de toutes les autres classes opprimées et les problèmes de l'humanité. On ne se préoccupe pas que de nos propres problèmes, c'est ça qui nous différencie des autres. On n'est pas des individualistes individuels et pas des individualistes de classe aussi. Et notre mouvement, s'il est mené de manière révolutionnaire, de manière combative, mené par le LKP en 2009, de laisser entrevoir ce que pouvait dire une grève qui n'est pas qu'une grève, qui est un début de processus révolutionnaire, on va dire, et qui touche tous les aspects de la vie. Je vais pas beaucoup plus développer. Et je vais donner juste un exemple très très fragmentaire de ce que peut vouloir dire proposer nos propres solutions pour résoudre les problèmes de l'humanité. Quelque part, la sécurité sociale universelle est un début très embryonnaire, très très imparfait, même à ses débuts, de ce que peut vouloir dire une solution. Tout le monde part en vacances. Tout le monde, quand il va à l'hosto, aime bien, enfin, ça lui paraît normal de ne pas payer. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est parce qu'il y a des travailleuses et des travailleurs qui sont battus et qui ont dit c'est un coût qui doit être supporté collectivement, et parce qu'il y avait ce projet quelque part d'inspiration communiste, de prise en charge collective de cet aspect-là de la vie. Et quelque part aujourd'hui les défis qui sont les nôtres, la crise environnementale, c'est à nous de montrer que la planification de l'économie, la prise en charge collective des moyens de production, de communication et d'échange offre potentiellement des solutions à ces problèmes-là. Et un mot pour conclure. Bien évidemment, enfin ce que je vais dire un peu évident, mais ce qui permet de faire la bascule entre ces éléments contradictoires, les dangers, les difficultés dont j'ai parlé, et en même temps les nouveaux points faibles. Objectivement, sur un plan objectif. Il y a des difficultés, des gros obstacles d'un côté, mais il y a des gros points faibles de l'autre côté, et des points d'appui pour nous. Et au niveau subjectif, la contradiction entre les éléments d'activité, de coopération, de solidarité, de lutte, et les éléments de décomposition sociale, qu'est-ce qui fait la bascule ? Eh bien, c'est le facteur subjectif. C'est ça qui fait toute la différence.
Et pour le dire de manière simple et un peu brutale, c'est la présence de noyaux révolutionnaires au cœur du système, dans les entreprises, dans la jeunesse aussi, dans les entreprises, la colonne vertébrale du système, qui peut, c'est ça hein, l'épine dorsale d'un parti révolutionnaire, c'est ces noyaux-là, reliés entre eux par un programme, par une conception, par une stratégie, par une direction, mais c'est cette colonne vertébrale et ce parti qu'on cherche à construire. Et aujourd'hui, le point d'appui et la force révolutionnaire par excellence, c'est la classe ouvrière, pas mythique, mais celle qu'on a face à nous et dont on fait partie.